Voilà, je voulais vous montrer ces deux vidéos que vous connaissiez, mais qui symbolisent bien ce que sont les gilets jaunes. C'est-à-dire la France qui se réveille, la France qui n'est pas morte, avec ces Français qui individuellement n'étaient plus rien, ne se sentaient plus rien, et qui collectivement se retrouvent avec un peu de bon sens, et avec cet esprit que la France ne peut pas mourir, que la France est toujours vivante. Et ça rejoint ce que nous, nationalistes, avons répété toutes ces années, dans l'indifférence générale, sous les colibés souvent, c'est que la France est un miracle, la France est une vieille nation, la France ne peut pas mourir, la France ne va pas mourir. Et nous répétions ça à l'envi, dans toutes nos réunions. Et aujourd'hui, de voir cette renaissance du peuple en colère, alors c'est à nous, hein, c'est de faire le travail pour les aiguillonner cette énergie nouvelle, cette volonté qui est je ne vais pas dire en marche, mais qui est en route, pour défoncer ceux qui prétendument sont en marche. C'est évident qu'il se passe quelque chose. Et notre devoir à nous, qui connaissons les tenants et les aboutissements du système, c'est justement de les informer, de les éclairer, de désigner l'ennemi, parce que ça c'est très important. Je pense que c'est pour ça que l'œuvre française a été dissoute et interdite, parce que l'œuvre française ne représentait pas une menace en soi pour le système, mais nous désignons l'ennemi. Quand un corps est malade et que nous allons chez le médecin, à partir des symptômes, dresse un diagnostic, et à partir du diagnostic, nous donne le traitement. Il en va de même pour nous, nationalistes. Nous avons les symptômes, nous avons dressé un diagnostic, et nous apportons les traitements. Et ce qui est important, toujours, c'est d'aller derrière le théâtre de marionnettes, parce qu'on sait très bien que la politique en France, en Europe, en Occident, c'est un théâtre de marionnettes. Et qu'il faut aller en coulisses pour désigner les véritables ennemis. Ça, c'est notre rôle. Quand un corps malade est atteint du cancer, il ne suffit pas de détruire les cellules malades, il faut encore isoler la tumeur pour éradiquer la tumeur. Il en va de même pour nos sociétés, il en va de même pour notre nation. Identifier la tumeur pour éradiquer cette tumeur. C'est ce que nous faisons. Nous ne nous concentrons pas sur les effets. Parce que si une forme d'islam est une menace en Europe, une forme d'islam qui est compatible avec le mondialisme, bien évidemment. Cet islam n'est pas venu là télétransporté. C'est la conséquence. C'est la conséquence d'une immigration totalement débridée qui a été encouragée, financée, protégée par le système. Et par qui? Par le judaïsme politique, qui est le cœur idéologique du mondialisme. Et c'est ce message que nous avons à répéter encore et encore à l'adresse des Gilets jaunes qui sentent bien les choses. Ils sentent bien les choses. Quand je venais ce matin pour la réunion, il y avait toute une série de banderoles sur l'autoroute, et il y en avait une qui disait « BFM TV, Voix d'Israël ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cela. Tout cela, ça couvre. Tout cela, c'est une mèche qui a été allumée par nous tous et qui se consume et qui va arriver jusqu'au baril de poudre qui fera péter le système. C'est qu'une question de temps. Mais pour arriver à cette révolution nationale salvatrice, il faut une minorité révolutionnaire qui rencontre la période révolutionnaire que nous vivons. C'est ce à quoi nous devons nous atteler. Donc maintenant, je vais vous demander si vous aviez une remarque, une question à l'adresse d'un des intervenants de cet après-midi. Soyez bref et concis, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit, Monsieur Soral, en début de votre intervention. Vous aviez dit qu'on vous accusait à tort de prôner une alliance avec les musulmans. Moi, j'aimerais dire que cette alliance n'est pas forcément une mauvaise idée, que les musulmans, on a le même combat
que la forme d'islam que vous venez de dire, monsieur Benedetti, est une forme dévoyée, que les musulmans, dans leur grande majorité, tout ce qu'ils veulent, c'est que la France retrouve ses vraies valeurs. Moi, je compte sur vous pour rendre à la France ses vraies valeurs, et je voulais dire qu'on est avec vous. Merci. Ce n'était pas une question, d'ailleurs. Mais ça peut me permettre justement de creuser un petit peu. C'est quoi le micro, là? Il marche pas, celui-là, là? Pourquoi il marche pas, celui-là? Il marche? Ah oui, il marche. Il faut juste que je le mette dans ma bouche. C'est moins pratique, articulé. Moi, il y a des années, comme je suis assez lié à la banlieue, parce que j'y ai vécu, et puis par la boxe, je fréquentais beaucoup de jeunes issus du quartier, parce que dans les salles de boxe, il y a quand même beaucoup de Français d'origine immigrée. J'avais remarqué à l'époque qu'il y avait la poussée du rap et de la délinquance avec Nique ta mère, qui voulait bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment la négation même des valeurs humaines et de la civilisation. Nique ta mère, hein, ça voulait dire quelque chose. Et c'était promu par Jacques Lang et par le pouvoir socialiste. Et à l'époque, les types les plus respectables et les plus formés étaient plutôt les types qui retournaient à leur religion d'origine, parce qu'en général, ils essayaient de structurer, parce qu'ils avaient encore un papa, une maman, la différence des sexes, etc. Et moi, j'avais lancé le concept de front de la foi, qui était de dire que les bons catholiques, c'est-à-dire les vrais chrétiens, les bons catholiques et les vrais musulmans, c'est-à-dire ni takfirik ni frères musulmans, devaient s'allier sur la notion de front de la foi contre la destruction mondialiste. Hein. J'avais même sorti à l'époque, je préfère le voile au string. Je le dirais plus aujourd'hui, mais je disais ça il y a 20 ans, on comprend bien que les choses se transforment. Et ce que je remarque, c'est que l'ennemi a parfaitement entendu mon message, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en banlieue? Ils ont fait venir de l'argent saoudien et qatari pour pousser un islam rigoriste, soi-disant basé beaucoup plus sur les hadiths que sur le Coran, bon, c'est un détail, qui est pour moi du talmudisme musulman, et ils ont contré en amenant ces types à qui je disais le front de la foi va nous permettre de retrouver des valeurs par rapport à un monde de destruction morale, et on les a amenés vers Daesh. Donc il faut bien comprendre qu'en permanence, chaque fois qu'on trouve des solutions qui seraient morales, élégantes, stratégiques, l'ennemi contre derrière, comme une partie d'échecs. Et aujourd'hui, effectivement, je ne peux plus avoir le même discours que dans les années 90, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a tout ce chaos, cette confusion, ce retour, ce communautarisme exacerbé, ce refus de la France et d'être français, etc. Ce qu'on peut comprendre quand on dit que la France, c'est Bernard-Henri Lévy et Patrick Bruel, je comprends qu'on ait du mal à adhérer. Aujourd'hui, je ne tiendrai plus le même discours, mais c'est vrai que c'est important de comprendre pourquoi, à un moment donné, effectivement, dans un contexte précis, je m'étais dit que face à la destruction mondialiste, il fallait retourner aux valeurs, et qu'effectivement les valeurs dans l'histoire du monde, c'est les religions, il ne faut pas oublier. Et qu'il y avait, si on était un peu honnête, des convergences entre un bon catholique et un bon musulman, notamment sur le respect de la Vierge et du Christ, ce qui n'est pas le cas dans le Talmud, etc. Mais, comment dirais-je, c'est une petite partie du travail que j'ai fait. Moi, effectivement, mon parti, mon mouvement s'appelle Égalité et Réconciliation. Face à l'ennemi, j'ai toujours fait ce travail de dire qu'il fallait éviter les divisions et s'unir. Mais ça a toujours été s'unir avec cette condition, c'est-à-dire patriote français. Voilà, ça donc je vais le rappeler ici. Hein, je n'ai jamais été un baboucholâtre. Et d'ailleurs, à un moment donné, est sorti partout sur Internet, Ali Sourat, baboucholâtre, et tout ça a été un travail d'ingénierie sociale fait par les nationaux-sionistes, hein, et c'est fait par la DILCRA et à Tel Aviv. Il ne faut pas oublier que quand il y a 100 millions d'euros qui dotent tous les 3 ans la DILCRA, c'est essentiellement pour mener un combat sur Internet contre ce qu'on représente nous. Parce qu'il y a des années, si vous regardez bien, on était totalement leader sur Internet, puisque le système était sur les médias mainstream, il n'avait pas encore pris le contrôle. Et depuis quelques années, je remarque, depuis 2-3 ans notamment, que tous les commentaires pratiquement sont négatifs contre des gens comme moi, et que systématiquement reviennent Ali Sourat, baboucholâtre, etc. Et ça, il faut bien prendre conscience que l'ennemi, qui est peut-être tout sauf idiot et qui a de gros moyens, a aujourd'hui pris le contrôle de l'Internet par les GAFA et par le fait qu'ils interdisent, ils marginalisent, ils trichent sur les algorithmes, et aussi par les commentaires. Les 3/4 des commentaires sont des faux profils. C'est pour ça que j'incite aussi les gens à comprendre que, d'ailleurs c'est l'effet gilet jaune, que ça ne passera plus par Internet, hein, tout ça. Hein. Il faut quand même arrêter de rêver à une révolution 2.0. Et puis il faut aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre avant qu'il nous lâche à Vincent Lapierre, il faut arrêter de lire tous les commentaires en dessous des vidéos et de faire le youtubeur qui est finalement essaye de coller à la majorité. Parce qu'en fait, tout ça est manipulé. Et moi, ma fierté, c'est d'avoir été toujours le méchant de service.
Je dis toujours ce qu'il ne faut pas là où il ne faut pas. Je parle toujours de cordes dans la maison du pendu. Et c'est comme ça que je m'en sors à long terme. Hein. Il faut refuser les flatteries et toujours dire les vérités qui dérangent. Voilà. Comme ici d'ailleurs, on est dans un monde de nationalistes. Et je redis la vérité qui dérange, c'est que moi je préfère quelque part un bon musulman pour mon combat à un type qui prétend être un laïc qui défend les valeurs de la République. Parce que celui-là, je dis, t'as pas compris ce que c'était que la République. Et la République, je le répète, la République, c'est la loge, et la loge, c'est la synagogue. Hein, voilà. La question ne m'était pas adressée, mais elle est importante, si je puis me permettre. Il faut rappeler les fondamentaux, c'est-à-dire que en France, il y a un élément constitutif de la nation française qui est fondamental, c'est le catholicisme, c'est la chrétienté depuis le baptême de Clovis. Donc la France et l'Europe c'est une civilisation chrétienne, la France et l'Europe sont la terre naturelle de la chrétienté. À partir de là, ce qui est important de comprendre, c'est que nous menons un combat qui est total, global et mondial, contre le mondialisme, qui veut éradiquer toute forme d'enracinement et détruire ce fondement civilisationnel qu'est la chrétienté. Dans ce combat, il a pour allié, il a comme une arme de destruction massive l'immigration et, ce que je disais, la conséquence de l'immigration, un islam très particulier, qui est un islam rétrograde, takfiriste, moyenâgeux, qui est manipulé, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, et qui est au service du mondialisme. Donc c'est évident que nous avons dans ce combat total, à la fois spirituel et temporel, pour nous, dans une société matérialiste. Mais ce combat qui est mondial, nous avons des alliés de poids, des alliés de force. Je serai le mois prochain à Téhéran pour célébrer le 40e anniversaire de la révolution islamique en Iran. C'est évident. C'est évident que sur cette ligne de front, nous nous trouvons coude à coude avec les Iraniens. Mais les Iraniens sont forts, sont puissants, deviennent la puissance incontournable du Moyen-Orient et le pilier de la lutte contre le mondialisme, ils le réduisent au sionisme et contre le sionisme. Nous, ce que nous élargissons, moi ce que j'élargis après la lecture des ouvrages de Hervé Ryssen, c'est ce que j'appelle le judaïsme politique, qui est vraiment un totalitarisme destructeur. Mais nous sommes coude à coude avec l'Iran, et l'Iran est puissante et grande parce qu'elle est une nation, une vieille nation comme la France, mais qui est restée en accord avec sa tradition et son passé, qui est la religion chiite, qui est d'ailleurs une religion qui est la religion dans l'islam qui a fait rentrer l'autorité dans l'islam. Parce qu'autant chez un sunnite, n'importe quel aventurier qui connaît le Coran par cœur et à qui le Mossad et la CIA va donner des moyens financiers, des moyens militaires et des moyens logistiques pour s'imposer, confère Baghdadi et l'État islamique, ça c'est impossible chez les chiites parce qu'il faut passer des dizaines d'années dans les écoles islamiques. Donc, bien évidemment, il faut pas tomber dans le piège du mondialisme qui veut la lutte des races et qui veut la lutte des religions pour s'imposer. Ça, c'est le judaïsme politique qui a toujours joué là-dessus. Mais pour ne pas donner du grain à moudre à ce combat, il faut rappeler les évidences, c'est que la France est une terre chrétienne, c'est pas une terre musulmane. Et que tout musulman qui est en France par le fait de l'histoire, par les résultats de migration, par le grand chambardement de l'après-guerre, eh bien, doit retrouver le cours naturel de ces traditions là où elles s'opèrent. On peut prendre, excuse-moi de te couper, on peut prendre l'exemple de Poutine.
Si la France avait encore une religion d'État qui était le catholicisme, on aurait des religions minoritaires invitées qui seraient à leur place comme religion minoritaire invitée. Poutine s'est rapproché de l'orthodoxie et en même temps il traite bien sa minorité musulmane parce que les musulmans de Russie savent qu'ils sont, comment dirais-je, une communauté dans la Russie qui est minoritaire par rapport à la communauté majoritaire orthodoxe slave. En fait, tout le problème en France vient du mensonge de la laïcité, qui n'est pas d'ailleurs l'athéisme, et qui prétend qu'il y a une neutralité axiomatique de l'État, et qui met donc en équivalence, au nom de la liberté de culte, la religion historique qu'a fait la France, fille aînée de l'Église, qui est le catholicisme, et n'importe quoi d'autre, parce qu'on pourrait aussi avoir un vrai problème avec le bouddhisme ou des choses comme ça. Si on retrouvait une religion d'État qui était le catholicisme et qui soit la religion de France, on aurait beaucoup moins de problèmes avec la minorité musulmane. Or, en fait, tout ce chaos vient du fait que l'État laïque franc-maçon et qui sert le judaïsme politique met toutes les religions en concurrence et prétend à la limite, comme l'a dit Macron, je ne connais pas de culture française, je ne connais que des cultures en France. Il pourrait dire, je ne connais pas de religion française, je ne connais que des religions en France. Donc il y a bien une organisation du chaos religieux en France par la laïcité. Et c'est ça qu'il faut avoir en conscience d'abord pour agir politiquement de manière intelligente et ne pas multiplier inutilement les luttes horizontales stériles qui, effectivement, affaiblissent la nation française et les patriotes français. Je pense que là, c'est très juste. Très juste. Et Poutine le fait très bien. Dans l'Empire français, il y avait des femmes voilées en Algérie, ça posait aucun problème. Ça posait aucun problème. Alors je ne dis pas qu'il faut retourner au colonialisme, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que quand il y a une religion officielle, une religion d'État, après un concordat, et nous voulons un concordat, de côtoyer d'autres religions minoritaires est possible. Mais en France, c'est une terre catholique, c'est une terre chrétienne, c'est comme ça. Et prétendre l'inverse ou vouloir l'inverse dans une construction intellectuelle, c'est la porte ouverte à tous les chaos. Oui, voilà. Mais c'est pas les musulmans qui prétendent ça en réalité. Tout à fait. C'est Mélenchon et les francs-maçons. Tout à fait. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on interdit les crèches dans les mairies en disant que c'est des symboles religieux abusifs, on fait croire, je dirais implicitement, que c'est les musulmans qui s'en plaignent. Jamais les musulmans ne se plaignent de fait qu'on fête la naissance du Christ. En général, ce sont les mecs de la libre pensée. Donc ce sont des francs-macs qui portent plainte au nom du non-respect de la laïcité. Et c'est là où je dis que si on remet les problèmes correctement et à plat, en réalité, il n'y a plus de problème. Il y a une majorité, une minorité, il y a une histoire de France, il y a une religion d'État. La France a été un empire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du temps où la France était un empire, la métropole n'était pas touchée par les problématiques impériales, puisque c'était à l'extérieur. Depuis que la France n'est plus un empire, elle a tous les problèmes d'un empire, puisque tout l'empire est intramuros. Donc effectivement, c'est là que naissent les conflits. Mais si on avait pu les gérer justement intelligemment avec un État qui voulait la paix civile et non pas ordo ab chaos, c'est-à-dire le diviser pour régner, il n'y aurait pas de problème musulman en France. Le problème musulman en France, et je vais le dire frontalement, le problème musulman en France, c'est encore le problème juif. C'est ça, bravo. Bonsoir à tous, merci en particulier pour cette initiative. Alors j'ai une question qui s'adresse un peu à tout le monde, c'est dans le cas très hypothétique d'une révolution à caractère national, et sachant, comme l'a dit Alain Soral, que le peuple se différencie mal de l'élite, si ce n'est l'accès à l'argent, pensez-vous que le peuple français serait à la hauteur des attentes que chacun de vous en avait? Merci. Qui veut répondre? C'est simple, si la révolution nationale est possible, c'est que justement les Français sont à la hauteur. Il y a un penseur nationaliste, pas qu'un penseur, un acteur nationaliste espagnol, José Antonio Primo de Rivera, qui avait fondé la Phalange, un des nombreux mouvements nationalistes avant-guerre, qui disait, comprenez bien une chose, c'est que si l'énergie, s'il y avait, vous appelez au grand sursaut électoral, mais s'il existait encore une énergie dans le peuple qui permettrait majoritairement et électoralement de réagir, il n'aurait pas laissé la situation empirer et devenir ce qu'elle est. Donc par la conséquence des choses, si par une praxis révolutionnaire éprouvée, on s'organise pour créer une minorité révolutionnaire, pour utiliser les événements et la force, l'énergie, la volonté encore, parce que une révolution qui triomphe, c'est le triomphe d'une volonté. Ça vous dit quelque chose, le triomphe d'une volonté, confère l'histoire. Mais c'est ça, le combat politique, c'est simple en quelque sorte, c'est le combat de deux volontés. C'est la volonté du système et de ceux qui sont en place, qui veulent rester en place, et la volonté de ceux qui veulent les foutre en l'air et imposer un ordre nouveau.
Donc c'est ça, c'est le triomphe d'une volonté. À partir du moment où il y a cette énergie, cette force et cette organisation pour avoir le triomphe, c'est que dans le peuple, il existe cette énergie nécessaire pour rétablir les choses et rétablir la civilisation. Tout simplement. Il n'y a pas de sens de l'histoire, c'est la lutte des volontés et la lutte des énergies. Pour essayer d'élargir, il ne faut pas oublier que ce qui se passe en France en ce moment se passe de manière différente mais très proche aux États-Unis, avec finalement l'élection de Trump, c'est des gilets jaunes américains. En Russie avec Poutine, ça se passe aussi depuis un moment par sa présidence même. Le virage d'Erdogan est intéressant aussi. On voit bien en ce moment que là où il y a un peu d'espoir, c'est que je ne crois pas qu'une révolution puisse se passer en France s'il n'y a pas quelque chose qui l'autorise au niveau supérieur, c'est-à-dire entre guillemets une neutralité du pouvoir américain, qui sinon nous botterait les fesses, et la neutralité du pouvoir russe, je pense qu'on l'a déjà, on voit bien par le traitement de l'info de RT, avec l'OTAN qui menace la Russie, en fait c'est en Europe occidentale, on voit bien qu'en ce moment, la persistance du pouvoir de Poutine, le virage anti-OTAN, notamment de ce grand pays musulman qui est la Turquie, la sublime porte, et le virage nationaliste que Trump essaie de prendre, même s'il y a une résistance profonde de l'État profond, crée, je ne parlerai pas du Brexit, etc., c'est un peu pareil, ça crée quand même un alignement de planètes internationales qui peuvent nous donner de l'espoir, parce que, et puis l'Italie, évidemment, on a oublié de parler de l'Italie, c'est un phénomène assez similaire qui se passe en Italie, on ne va pas rentrer sur les différences, mais en fait, où il y a une espèce d'alliance libertaire, nationale, qui eux ont réussi à s'entendre pour gérer, alors qu'en France, effectivement, Marine Le Pen et Mélenchon ont une interdiction de s'allier, ce qui est marrant, un à cause de ses réseaux maçonniques et l'autre à cause de ses réseaux sionistes, c'est marrant. Mais il y a, oui, c'est la réalité, mais il y a quand même une situation internationale favorable, on va vers quelque chose qui ressemble généralement à un printemps des peuples et à une renaissance des nations, et je me rappelle avoir écrit un livre qui est sorti en 2012 qui disait « Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations ». On est dans une révolte des nations, et ce qui est intéressant, on est dans une révolte des nations au cœur même de l'Empire, puisqu'en fait, l'Empire, c'est d'abord américain, et américano-sioniste, pour Wall Street, Hollywood, etc. Trump est la preuve que même au sein même de l'Empire, il y a une résistance anti-impériale très forte. Et ça, ce sont des signes d'espoir. Si Trump arrive à aller jusqu'au bout, le nouvel ordre mondial peut réellement basculer. Là, il est contesté, et il est contesté dans le pays même, normalement, qui est censé le porter. C'est le phénomène Trump. Donc, on a toutes les raisons d'espérer. Par contre, à mon avis, ça va prendre plus de temps que prévu. Et là, si on lit l'histoire 1905-1917, d'autres exemples en Allemagne dont il faut moins parler parce que ça diabolise. Tout aussi intéressant. On a eu en Allemagne le mouvement spartakiste, qui était un mouvement spontanéiste, avec des intellectuels pacifistes comme Rosa Luxembourg qui disaient que les conditions objectives étant réunies, ça va se passer. Elle s'est fait assassiner. Puis derrière, il y a un leader national et social qui, lui, a compris, comme Lénine d'ailleurs, qu'il fallait des avant-gardes révolutionnaires formés, etc., et qui lentement sont allés vers le pouvoir. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que les Gilets jaunes peuvent déboucher sur la prise de pouvoir. Mais par contre, le travail qui a été fait est irréversible. Les gens ont compris le mensonge politique, le mensonge médiatique. La crise économico-sociale est dramatique. En plus, il peut y avoir un rebond par la crise de 2008 qui doit rebondir maintenant. N'oubliez pas la crise financière et monétaire internationale. Et peut-être que ce qui se passe aujourd'hui va subir un petit endormissement, mais rebondira. Rappelons-nous 1905, le peuple Gapon, allié au pouvoir russe, fait tirer sur la foule. En 17, les forces de l'ordre rejoignent le processus révolutionnaire. Donc voilà, même si ça ne se passe pas demain, oui, on est engagé dans un truc. Moi, tout de suite, quand les Gilets jaunes la révolte des Gilets jaunes a éclaté, j'ai eu beaucoup d'étrangers, parce que je suis en contact avec beaucoup de nationalistes en Europe, et même au-delà, nous ont contactés pour savoir ce qui se passait. Et je dis, c'est la révolution qui est en marche, ça va être long, ça va être difficile, ça va être dangereux, vous venez de me faire éclater la tronche, ça va être dangereux, mais elle est en marche, ça va être long. Et je suis un peu plus optimiste que toi en ce qui concerne la France, parce que la France a vraiment une situation très particulière. C'est pour ça que la Subversion a mis tout le paquet sur la France. Quand Pierre Sidos, un de mes maîtres à penser, rencontre le général Perón qui est en exil à Madrid, le général Perón lui pose cette question, il lui dit quelle est la capitale de la Subversion? Donc Pierre Sidos lui dit c'est Moscou, la capitale du
bolchevisme, du communisme. Il lui dit non, la capitale de la subversion, c'est Paris. Ils ont mis le paquet en France, parce qu'ils savent très bien, le judaïsme sait très bien que s'il détruit la France, l'Europe est ouverte et le monde, il n'y a plus de résistance. Regardez en France, la réaction dans l'école historique, révisionniste, Forisson, en France. La première réaction forte, politique, électorale en France, Jean-Marie Le Pen, qui était connu dans le monde entier, en France. La réaction à Concile Vatican II, cette infiltration juive dans l'Église. Monseigneur Lefebvre, un évêque qui a planté sa croix, qui après avoir signé a dit « Mais qu'est-ce que c'est cette ineptie ?» En France, mais même, je ne flatte personne, mais le phénomène Dieudonné Soral, regardez dans les autres pays, il y a un peu Douguine en Russie, mais c'est vraiment la quatrième dimension russe. Un phénomène comme Soral Dieudonné avec la révolution de la quenelle, avec le patron du Congrès juif mondial, avec le patron du Congrès juif mondial qui vient en France quand il reçoit sa Légion d'honneur, Lauder, et qui dit à Hollande, bon maintenant ça suffit, les antisémites là ça suffit, il faut mettre hors d'état de nuire les antisémites en France. 32 500 € de condamnation pour mon geste de la quenelle. Ça devient l'interdiction de l'œuvre française, l'attaque contre Dieudonné, en juillet, en janvier, l'attaque contre Dieudonné pour des propos volés dans un spectacle contre Cohen. Hervé Ryssen, le travail sur le judaïsme politique. Personne en Europe et même dans le monde n'a fait le travail qu'a fait Hervé Ryssen. Il a saisi le problème du judaïsme dans son entièreté, dans sa totalité. Non, moi je pense que c'est en France, regardez les Gilets jaunes, je pense que c'est en France que ça se fait. La France, c'est le pays des idées. C'est pas des idées, puis c'est une des plus vieilles nations, elle a porté la civilisation, elle a été sur tous les continents. Ce qui se passe en France, il y a des attentats, il y a des attentats du 11 septembre par un chef d'État qui va aux États-Unis ici. Marine Le Pen n'était pas encore chef d'État, qui est une des premières à survoler en hélicoptère les ruines fumantes du World Trade Center. Souvenez-vous, hein, déjà. Marine Le Pen en hélicoptère, hein, elle avait déjà ses petits amis néocons et consorts. Il y a cette affaire Charlie en France. Tous les chefs d'État ont déboulé sur les Champs-Élysées pour défiler. Ce qui se passe en France, bon, c'est ce que c'est. Hein. Charlie, j'ai été mis en examen pour apologie du terrorisme avec d'autres pour avoir dénoncé le « Je suis Charlie ». Mais ce qui se passe en France a des répercussions mondiales. C'est comme ça. Donc je pense que ça se passera en France. C'est pas parce que je suis français que je le dis, c'est parce que c'est comme ça. La France, c'est très particulier. Une autre question ? Tu peux passer un peu derrière. Essayez sans micro. Vas-y alors, vas-y. Ici, on a les fers de lance de la liberté d'expression, de la liberté tout court. Et il y a des procès, il y a des cassages de gueule. Vraiment, il y a du fer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez me faire buter en prison? Vous allez aller en prison? Peut-être que M. Soral, lui, sera bien accueilli pour différentes raisons. Mais quoi. Non, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et est-ce que, forcément, vous allez aller en tôle? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je ferai une réponse à Éric Drouet, ensuite on sort. Puis on recommence. On baisse pas les bras, on va jusqu'au bout. Moi je suis prêt à mourir pour mes idées, j'y pense tous les jours, je pense à la mort. C'est pas parce que j'ai envie de mourir, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible. Mais pour rien au monde, après ma mort, on nous dira Ryssen, il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Je vais jusqu'au bout, moi je ne vis pas pour vivre le plus longtemps possible d'une manière médiocre. J'ai des idées, c'est pas seulement des idées, ça correspond à une vérité que la plupart des gens ne voient pas dans nos sociétés contemporaines, puisque les médias sont entre les mains d'adversaires politiques et qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Mais je vois que les gens qui sont en face de nous sont des gens qui portent le mal en eux. Je ne dis pas que moi je représente le bien, mais j'essaie de faire le bien où je passe, j'essaie de ne pas avoir d'idées médiocres, d'idées néfastes pour moi ou pour mon entourage. Je pense qu'on a un travail à faire et qu'il faut, pour le bien de l'humanité, le mener jusqu'au bout, ce travail. S'il faut mourir, si tu me dis par exemple, tiens, il y a 200 mecs de la LDJ armés qui sont à la sortie, là, eh ben on y va. On
cartonne, et s'il faut mourir, on meurt. C'est comme ça que je vois les choses. Alors je sortirai de prison, j'espère, puis je recommencerai. Pour donner une petite note plus optimiste, c'est que moi je vois là, la condamnation que je viens de me prendre. Les Français quand même voient, parce qu'en plus les autres Français sont pas très malins. Ils se vantent de leur victoire systématiquement, ils sont très arrogants. En fait, ils sont pas du tout stratèges. Ils ont trop de mépris pour être stratèges. Ils s'écrasent, ils humilient. Et l'air de rien, quand on regarde les commentaires, il y a plein de gens qui disent le 2 poids 2 mesures, il y en a marre, on peut plus rien dire en France. C'est-à-dire que les coups qu'on prend, c'est aussi pour que les gens voient qui les donne et qui les prend. Et quand on vous explique que le boxeur, là, c'est un salaud, mais que par contre, le gradé qui a eu la Légion d'honneur, lui, c'est un mec bien parce qu'il cognait à tout va sur des pauvres mecs, ça fait quand même monter la colère, le ressentiment et la prise de conscience. C'est-à-dire que, en dehors d'un héroïsme individuel, il y a un effet collectif sur le côté un peu sacrificiel qu'on peut représenter, mais qui est en fait stratégique. C'est que moi, je prends les coups pour que les gens voient qui les donne et qui les prend, ce que disent ceux qui les prennent et ce que disent ceux qui les donnent. Alors vous avez bien vu que là où il y a le dysfonctionnement vient du fait qu'ils mentent. En fait, ils mentent. Ils nous font passer pour des haineux alors qu'on se bat contre la haine. Je l'ai dit, voilà, la phrase qu'ils me mettent dans la bouche, c'est la phrase d'un ennemi. Et je la relais et ils disent que c'est la mienne, alors que je la relais pour la dénoncer. Oui, cette phrase, je vais la citer, c'est entre nous, petit peuple juif de rien du tout, c'est en synthèse, hein, et tout le reste de l'humanité, c'est un combat à mort. Ça peut paraître extraordinaire ce que je suis en train de dire, je cite sa phrase, hein, mais oui, c'est un combat, une guerre à mort entre nous, petit peuple juif, et le reste de l'humanité. C'est ça, cette phrase. Et cette phrase, je l'ai trouvée dans Israël Magazine, un magazine en papier glacé, je l'ai trouvée chez Emmanuel Ratier. En Israël Magazine d'avril 2003, je suis passé à la Bibliothèque nationale de France pour trouver ce numéro. Il y avait toute la collection d'Israël Magazine, mais pas celui-ci. Oui, mais vous avez bien vu qu'ils savent très bien où est le bien, où est le mal, parce que pour que me condamner et de faire croire aux gens que cette condamnation est légitime et que c'est moi le méchant, ils trichent, ils inversent. On est dans l'inversion accusatoire permanente. En fait, nous, on n'arrête pas de dénoncer la dimension haineuse du judaïsme, puisque peuple élu, terre promise, ce sont 2 déclarations de guerre au reste de l'humanité. Hein. Peuple élu, terre promise. Vous avez compris que la terre promise, c'est toute la terre. Hein. C'est pas juste le petit bout dont on parle. Et en réalité, ils savent très bien où est le bien et le mal. En fait, ils disent, on punit des haineux. Mais petit à petit, les gens voient que Dieudonné, c'est pas tout à fait un haineux, Soral, c'est pas tout à fait un débile et un haineux. Alors évidemment, on a face à nous une énorme armée de menteurs. Hein. Donc si d'un seul coup il y avait une transparence de l'expression, c'est-à-dire une neutralité des médias, on aurait déjà gagné. Si on pouvait filmer les procès à la 17e, ce qui est interdit, et de diffuser sur Internet, et même de faire une soirée thématique Arte, imaginons qu'on prenne le pouvoir demain. On fait des soirées thématiques Arte, des soirées France 2, pour montrer la réalité des choses. Je veux dire là, mai 40 à côté, la Révolution nationale, c'est un stand de rire. Hein. Les gens seraient très très en colère s'ils découvraient certaines vérités. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a aussi organisé de l'internet, un site, etc., avec des vidéos. On mène un combat un peu sacrificiel et un peu exemplaire pour que les gens comprennent qui sont les méchants, qui sont les gentils. D'ailleurs, moi, je vais des fois à mes procès avec un t-shirt marqué « gentil » en gros, et dessous, si nous sommes les gentils, qui sont les méchants. Et on me demande de l'enlever. Et je dis, non, je suis torse nu, et puis je vois pourquoi je l'enlèverais. Ou goy, vous voyez, je fais ce genre de choses. Donc évidemment, il y a un côté sacrificiel, mais... c'est politique et on marque des points. En réalité, il y a une très belle citation de Mao que j'aime beaucoup, qui a quand même lui pris le pouvoir à force. Il dit de défaite en défaite jusqu'à la victoire. C'est ça la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Puis moi j'ai juste une question en réponse à ta question, c'est que vaudraient nos idées si nous n'étions pas capables de souffrir un petit peu? Elles vaudraient rien. Pourtant, c'est un idéal de grandeur, c'est un combat magnifique que nous menons. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le plus beau des combats au service de la vérité, au service de la justice. De l'humanité. Donc, que vaudrait cet idéal-là si nous n'étions pas capables de prendre quelques coups? Rien. Et regarde comment s'est imposé le christianisme. Le christianisme s'est imposé déjà sur une religion d'amour. Ce qui fonde le christianisme, c'est l'amour. C'est l'arme la plus puissante du révolutionnaire. C'est Che Guevara aussi qui disait, l'amour est l'arme la plus puissante du révolutionnaire. Et ensuite, ça a été la période des martyrs, ceux qui se sont sacrifiés pour ça. Et ensuite, le combat contre les hérésies. Donc c'est les combats que nous avons à mener. Le combat des idées pour
détruire l'idéologie de nos ennemis, détruire le judaïsme politique, et le travail a été fait de manière considérable par notre ami. Donc nous avons à détruire les hérésies et nous avons à nous sacrifier pour imposer cet idéal de justice, de grandeur, de rétablissement de la civilisation. Une petite précision que je pense. D'accord, Israël est une petite tribu, mais il nous envoie une très grande tribu de musulmans pour nous détruire. Et ils sont tout à fait capables de le faire. Et il ferait mieux de retourner chez eux, c'est mon point de vue. Voilà, je tenais à le dire. Oui, ils nous mènent un combat totalitaire. Il y a la lutte contre la famille, il y a la destruction de nos souverainetés, destruction des frontières, destruction de notre monnaie. C'est déjà dans le protocole de Sage de Sion. Là, il est dit, nous détruirons vos monnaies. Alors, c'est ce qu'est le protocole de Sage de Sion, mais c'est un bon ouvrage qu'aurait pu signer Hervé Rissel. Destruction de nos monnaies, destruction de la race, destruction de la religion, destruction du sexe aujourd'hui. Destruction du sexe avec le genre, le transhumanisme et tout ça. Donc, c'est un combat totalitaire. C'est ce que j'appelle la tumeur qu'il faut éradiquer. Donc, bien évidemment, dans ce plan de destruction des nations et des peuples enracinés, il y a l'immigration débridée, c'est évident. Mais ça, tout le monde en convient, tout le monde en convient. C'est une petite réflexion que m'avait faite un jeune. En fait, c'est, je pense, Descartes, le philosophe Descartes, lui, c'est le début de l'existentialisme, je pense. C'est-à-dire que aujourd'hui, la politique, par exemple, on a un Wauquiez, ça m'a beaucoup, je ne sais pas ce que vous en penserez, on a un Wauquiez qui va être assez anti-islam, lui, il va être de ce côté-là, un peu anti-islam. Sauf que, comme ces mecs, ils sont pas fondés sur des valeurs très claires, en fait, ils mèneront un combat uniquement par rapport à celle actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont attaquer l'islam, mais demain, je pense que c'est assez vrai, je pense que demain, la droite, elle est capable de défendre l'islam, parce qu'au moins dans l'islam, il y a la défense du couple ou ce genre de truc. C'est-à-dire que, comme ils agissent uniquement par rapport à, et comme ils n'ont aucune confiance en eux, ils ne savent pas où ils vont, et ben ils mènent un combat uniquement... Oui, de réaction. D'ailleurs, Wauquiez s'est réjoui de ma condamnation sur Twitter. Je lui ai répondu d'ailleurs. Je voulais faire une petite remarque. Sur les combattants anti-islam, il faut être honnête chez les nationalistes. L'anti-islamisme, c'est l'antisémitisme du pauvre et du lâche. C'est ceux qui n'osent jamais aller jusqu'au bout. Hein, c'est ça. Moi, je n'ai rien contre un type qui combat l'islam, s'il combat aussi le judaïsme politique. En général, le problème, c'est que les mecs qui combattent l'islam, c'est pour cacher leur lâcheté, parce qu'ils savent très bien qui a le pouvoir et qui ne l'a pas, ce qui coûte cher et ce qui coûte moins cher. Moi, j'ai pas vu Zemmour être condamné à quoi que ce soit. Donc, moi, j'en appelle à l'honnêteté et à la virilité. C'est d'ailleurs le même terme, hein. Virtu, c'est masculinité, virilité, vertu. Voilà. Et c'est tout ce que je reproche aux nationaux-sionistes. Hein. C'est de faire les gros bras face à un islam qui peut-être est une nuisance en France, mais il y a très peu de pouvoir politique, pas de recteur d'université, pas de ministre, pas de haut gradé de l'administration, etc. C'est un constat, c'est même un constat inverse à faire. S'il y a 8 millions de musulmans en France, ils sont sous-représentés au niveau de la superstructure, en réalité. Hein. Donc, j'en appelle à la virilité et à l'honnêteté quand on parle avec les nationaux sionistes. Et moi, je dis franchement, quand c'est Éric Zemmour, un berbère, qui est en fait un enfant de l'empire colonial français, c'est-à-dire un enfant de Jules Ferry, il ne faut pas oublier, effectivement, qui peut aimer la France parce que la France lui a tout donné, à commencer par le décret Crémieux, et qui vous explique ce que c'est que d'être un bon patriote et un bon catholique. Je dis, normalement, on n'a pas besoin de lui pour savoir ce qu'est un bon français et un bon catholique, c'est tout. Voilà, et nous sommes quand même face à un type intelligent, charmant, cultivé, tout ce que vous voulez, mais dont tout, l'histoire est une histoire de trahison. Hein, faut pas oublier. Toute son assomption est basée sur la trahison, et notamment la trahison de sa race d'origine, qui sont les Berbères d'Algérie. Hein, voilà. Donc la question, elle est même plus que politique et stratégique, parce que je parle aussi de stratégie, mais elle est d'abord morale. J'estime, moi, que les anti-musulmans qui font comme s'ils ne voyaient pas, qui voient la souris musulmane et qui ne voient pas l'éléphant, sont en général des lâches à grande gueule.
c'est souvent aussi de l'intérêt de classe, je l'ai bien dit, c'est-à-dire qu'en réalité, les nationaux-sionistes, c'est une convergence de bourgeois. Parce qu'en réalité, dans le 17e et 18e et 16e arrondissement, dans le même immeuble, on a la bourgeoisie catholique, on a aussi les Saoudiens, et on a les Mezouza à chaque porte. Hein. Vous allez avenue Henri Martin, et c'est comme ça. Et tout le monde se salue poliment dans l'escalier. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est ça l'aspect dégoûtant. Hein. C'est faux dur, vrai lâche, menteur. Je prendrai l'exemple parfait de Boris Lelay. Boris Lelay, quand il était en France, il était pour l'alliance sionisto-bretonne. Il n'arrêtait pas de m'insulter, mais à un point incroyable. Maintenant, il est je crois au Japon, et avec un site qui est hébergé aux États-Unis. Regardez quelle est la ligne éditoriale et idéologique de démocratie participative. Hein. En fait, qu'est-ce qui l'empêchait de passer de l'antisémitisme du pauvre à l'antisémitisme du riche, celui qui coûte cher par définition? C'était en fait pouvoir aller se planquer. Eh ben, je prétends que nous, on le fait sans aller se planquer. Et j'aime beaucoup lire démocratie participative, je trouve très drôle, ça me fait beaucoup marrer. Mais ce que je remarque, c'est quand le gars n'a plus peur, hein, quand la trouille n'est plus là, il ose aller jusqu'au bout de la logique. Et Boris Lelay est pour moi le parfait exemple, voilà, pour répondre aux antisémites du pauvre et aux faux durs de l'anti-islam facile. Voilà. Une autre question? Concernant les européennes, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette fameuse liste jour de colère? Alors non, ça c'est pas le thème de la réunion. Simplement quelques mots. J'ai lancé l'initiative, oui, d'une liste nationaliste aux européennes. Simplement avec ce constat que les nationalismes, on le vend en poupe partout dans le monde et en Europe, confère Trump, Bolsonaro, Salvini, etc., et qui a une grosse opération du judaïsme politique pour phagocyter le nationalisme et le détourner à des fins de servir Israël. Donc il est important de contrer, selon moi, cette opération mondiale en faisant émerger justement une minorité révolutionnaire et en faisant émerger un pôle nationaliste en France. Et je pense que toutes les conditions sont favorables. Malheureusement, nous avons une société française qui est très dépolitisée, qui ne s'intéresse à la politique qu'au moment des élections, avec cette petite parenthèse tout de même des gilets jaunes, mais vous voyez que les gilets jaunes nous parlent d'apolitisme et de ne pas faire de politique. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que comme le français consomme la politique comme un produit de consommation quelconque, c'est-à-dire on se prend un candidat, on le soutient, s'il gagne, on va lui donner une majorité à l'Assemblée pour qu'il puisse faire poser sa politique. S'il perd, on le délaisse, c'est plus un combat au service des idées, c'est de faire connaître en France autre chose que le Front National renié. Voilà, donc c'est une élection qui est assez favorable parce que c'est une élection des fouloirs qui ne sert à rien si ce n'est à décerner le titre de premier parti de France qui est dans son mode de fonctionnement favorable aussi parce que vous avez un remboursement à partir de 3%. Donc l'idée c'est celle-là, bien évidemment, en continuant le travail qui a été fait avec les Gilets jaunes. C'est ce que j'ai toujours fait. Moi, j'ai considéré l'élection, l'électoralisme, c'est la tare et la sauvegarde du régime. Bien évidemment, c'est la tare et la sauvegarde du régime. Mais ça permet d'aller au-devant de notre peuple en tenant un message révolutionnaire. Je pense que la situation est favorable. C'est pour ça que je travaille à la constitution d'une liste nationaliste. Parce qu'on ne peut pas laisser la Le Pen comme ça occuper tout le champ politique en France, c'est plus possible. C'est plus possible. Pour vous donner un exemple, la dernière opération électorale que j'ai faite, moi je considère ça comme des actions coup de poing, des ACP, c'était à Vénissieux et j'avais une affiche, pour ceux qui s'en souviennent, c'était glisser une quenelle dans l'urne. Donc le message était clair, hein, glisser une quenelle dans l'urne et la défense du travail contre la spéculation, de la famille contre le LGBT et de la patrie contre l'Union européenne. Voilà. Donc je travaille avec d'autres à ce projet.
sachant que le plus dur c'est de réunir les fonds, bien évidemment, mais vous savez, vous avez des gens qui vous donnent des moyens financiers pour des élections et qui ne vous les donneraient pas pour autre chose, pour le combat quotidien. Et comme après le procès au mois de juillet, j'ai été, par ma position de rupture devant le tribunal, ça m'a valu quelques soutiens, et j'ai un sponsor, on dit ça, qui est venu me voir en me disant qu'il serait prêt à m'aider pour monter une liste. Alors c'est qu'une partie du financement, parce que ça coûte très cher. Et voilà, c'est ce projet. Donc tous ceux qui veulent participer à cet ACP, ce combat, sont les bienvenus, sachant que dans l'idée, j'ai appelé justement à une convergence de combat, une union des corps intermédiaires de la révolution nationale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer de parti. Il ne faut pas créer de parti unique qui réunirait toutes les structures, parce qu'au contact d'une société totalement pourrie, le parti devient rapidement un syndicat d'intérêt. Il se fourvoie. Donc il n'est pas question de créer un parti, c'est de créer une situation de convergence d'action qui permet de faire émerger, à travers ponctuellement une élection, un pôle nationaliste pour contrer le projet du judaïsme politique, de ce que Alain appelle le national-socialisme, de détournement de ce nationalisme qui est en train de tout emporter. Il est en train de tout emporter sur la planète. Si je peux rebondir, aujourd'hui les deux offres politiques qui nous sont faites, c'est entre mondialisme et national-sionisme en réalité, si vous regardez bien. Puisqu'on a le droit d'être nationaliste sans se faire massacrer par les médias, aussi on est national-sioniste. Là, si vous regardez bien, les deux voies convergent, aboutissent à Jérusalem en réalité. C'est là le grand piège. C'est qu'aujourd'hui, on nous présente un combat politique de mondialistes contre nationaux, mais en fait nationaux-sionistes. On a bien vu que d'un côté, c'est Soros, le maître à penser, on va dire, le mondialisme avec tout ce que ça comporte, immigration, sans frontières. Et de l'autre côté, on nous vend que Netanyahou serait le champion et le guide des nouveaux nationalistes. Et là, c'est une arnaque incroyable, parce que dans les deux cas, c'est les mêmes. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces deux, c'est un peu le bon flic et le mauvais flic, est-ce que réellement ils s'engueulent fondamentalement, ou est-ce qu'ils sont complices? Mais dans les deux cas, de toute façon, ça consiste à être dans la main de la même communauté, de la même minorité qui nous dominait déjà. Et aujourd'hui, quand on voit un site qui s'appelle La France Libre, c'est ça, La France Libre, et c'est Golnadel, donc un membre du Likoud, de la droite israélienne, et Berkov, que j'ai connu gauche, parce que c'était mon premier éditeur, il était de gauche, et il se présentait comme libanais à l'époque. Et que c'est ça qu'on nous donne comme modèle du nationalisme aujourd'hui, avec des relais comme, on a même Ring comme relais, on a l'Incorrect, on a Causeur, vous voyez, effectivement, il est urgent quand même de proposer effectivement une alternative authentiquement nationaliste à cette espèce de vague très dominante avec beaucoup de moyens, il y a beaucoup de pognon derrière, que j'ai bien appelé le national-sionisme et qui est bien le national-sionisme. C'est les deux faces de la même pièce mondialiste. Il y a la face libérale Soros et la face conservatrice Bannon. Dans les deux cas, on n'est pas dedans. Voilà. Dans les deux cas, c'est contre justement, c'est contre nous. Je voudrais vous poser une question, puisque vous dites dans les deux cas, on n'est pas dedans. Dans la mesure où les rapports de force s'inverseraient en France, où éventuellement une partie de la police ou de l'armée rejoindrait le peuple, avec un projet, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait freiner le système, l'empêcher d'avoir une répression plus puissante avec une intervention de l'OTAN, puisque ce système, quelque part, de toute façon, il ne va pas vouloir lâcher facilement ni ses privilèges, ni ses dominations. C'est évident qu'ils utiliseront tous les moyens. Vous savez que Marianne a révélé que le 8 décembre, il y avait, place de la Concorde, du gaz incapacitant qui était préparé pour une utilisation contre les manifestants s'ils étaient débordés. Mais un système qui s'effondre, c'est pas militairement qu'il va s'effondrer, c'est pas du point de vue policier, il va s'effondrer du point de vue de la morale, de la volonté. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus la force, l'énergie de se défendre. Sachez que moi j'ai insisté beaucoup aussi, je suis allé dans les manifestations, il y a une photo là, que vous avez montré, une manifestation, je suis allé beaucoup devant les gendarmes mobiles pour les interpeller, pour les haranguer,
en tenant ce discours. Vous n'en avez pas assez de l'affaire Benalla. Votre chef, Castaner, a commencé sa carrière avec un mafieux, un mafieux marseillais qui a été dessoudé, et c'est ça qui vous commande. Vous avez un membre des forces de l'ordre qui se suicide chaque semaine. Chaque semaine. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez quoi de plus? C'est vous qui pouvez changer les choses. Et certains gardes mobiles, essentiellement je travaillais à la gendarmerie parce que dans la police il y a beaucoup de racailles. Le niveau a beaucoup baissé. Il y a pas mal de syndiqués. Et tu demandais pourquoi ils étaient aussi motivés contre nous. Mais c'est un peu comme à la manif pour tous. Moi j'en avais pris plein la gueule. Du point de vue des policiers, j'en prends moins sur les gilets jaunes, la répression policière, hein, moins cette fois-ci que au moment de la manif pour tous. Parce que ceux qui sont motivés, eh bien, viennent nous taper dessus. Ceux qui ne sont pas motivés, ils trouvent toujours un moyen d'esquiver, soit ils sont en maladie, soit ils se tiennent derrière, soit... J'ai cet exemple au moment de la manif pour tous. Il y a un gars que je connais qui était dans la CRS qui intervenait contre moi. On manifestait contre le kissing. Vous savez, ça on l'a éradiqué, ça venait des États-Unis. C'est des PD qui s'embrassaient à pleine bouche devant les édifices religieux, devant les cathédrales. Et ils avaient décidé de faire ça à Saint-Jean, devant la cathédrale magnifique de Saint-Jean. On a décidé, l'ennemi s'écrase sur les plages, c'est la première fois qu'ils le font, il ne faut pas laisser passer ça. Eh bien, il y a eu une répression terrible. À un moment donné, il y avait plusieurs CRS sur moi pour m'interpeller. Le gars, qui est un ami, est venu, a fait semblant de les aider, les a bousculés et j'ai pu m'échapper, si vous voulez. Donc, ceux que l'on a en face, c'est toujours ceux qui sont les plus motivés, ça il faut le savoir. Mais derrière, il y a un gros bataillon de ceux qui doutent, de ceux qui tombent avec nous, de ceux qui en ont marre. Il y a un suicide chaque semaine chez eux. Donc, nous, si on se réfère à la dernière situation révolutionnaire qui existait en France, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, il faut un moment critique où il faut prendre parti. Ça a été le soulèvement militaire. Quand il faut prendre parti, là, vous aurez des renforts dans l'armée, encore un peu dans la police, et puis il reste aussi, dans cette révolution qui est en marche, des bataillons qui n'ont pas bougé. Oui, les forces de police mises en mouvement contre les Gilets jaunes, c'est 8000 personnes. Hein. C'est pas non plus, on est un pays de 60 millions d'habitants. Et on ne voit toujours que ceux qui cognent, c'est toujours pareil, ceux qui font rien. Et au niveau des petites échelles, des petites villes et des campagnes, la proximité, la fraternisation est beaucoup plus. On nous montre même que les trucs les plus spectaculaires, les affrontements à Paris, après 17h ou 18h, parce que vous savez comment ça marche. Le vrai gilet jaune travailleur, il est là dès 8h du matin. À 14h, c'est le gauchiste. Qui vient pour casser, et à 18h c'est la racaille qui vient pour piller, parce que lui au moins il fait ses courses. Mais même à Paris, tu sais. Alors si on vous filme à partir de 18h au centre-ville, évidemment c'est très spectaculaire la violence. Mais ça aussi c'est un effet de loupe. Hein. Oui, en réalité, dans les campagnes, sur les ronds-points, dans les petites villes, où les gens se connaissent, il y a beaucoup de fraternisation. Et moi, je vous le dis honnêtement, je reçois beaucoup de messages depuis des années, vous l'avez vu dans mes vidéos, de policiers, de gendarmes, de pompiers, de types de la pénitentiaire, qui nous disent, et des CRS, beaucoup, qui sont très politisés, hein, faut pas oublier, et qui nous disent, on suit ER, on attend le moment, effectivement, on a en fait, et puis quand je suis convoqué aussi chez les flics pour mes interrogatoires, etc., j'ai très souvent des sympathies, genre, quand je me suis fait arracher de Sciences Po à l'époque où je m'étais fait sortir de Sciences Po, j'avais 8 flics qui me sortaient avec des tonfas et 2 qui me portaient, qui disaient « Monsieur Soral, on vous sort, mais on est avec vous ». Les mecs, ils me disent ça dans leur... Ouais, ça aurait été mieux s'ils ne m'avaient pas sorti. Je veux dire, le pouvoir aussi met en scène, par un effet de loupe, cet affrontement. Mais en réalité, derrière, je vous garantis que je pense que la majorité des forces de maintien de l'ordre sont plutôt avec nous, en réalité. Simplement... On a bien vu, nous, à Paris, et d'ailleurs, c'est cette séquence, cette scène où Hervé a fait la une de Paris Match. Ça, c'était beau. La couverture, la couverture de Paris Match. On est allé au contact des gendarmes mobiles, et je peux vous dire que sous la harangue, certains baissaient les yeux, d'autres rangeaient de manière ostentatoire leur matraque derrière le bouclier. J'ai un commandant qui m'a fait signe de tête comme ça. Il nous a envoyé un capitaine aussi parce que ça commençait à douter. Et quand ils ont chargé ensuite, tu as vu qu'ils nous ont laissés tranquilles parce qu'ils savaient qui on était.
Voilà. Donc, il ne faut pas s'illusionner, parce que ce dont ils ont besoin, c'est du virement à la fin du mois pour payer les traites. Hein, et c'est pas Bourbon, Soral, Rissen, Benedetti qui font les virements aux forces de l'ordre à la fin du mois. Donc c'est évident qu'ils font leur boulot. Mais dans une situation critique, une situation ultime où il faut prendre une décision, je peux vous dire que derrière les voleurs qui sont au pouvoir et pour sauver leur république, il n'y aura pas grand monde, ça va tomber d'un coup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Par rapport à tout ce que vous dites justement sur les juifs, tout ça, j'ai l'impression que ça concerne surtout les sionistes, qui sont peut-être plus virulents. Est-ce que chez les juifs, vous trouvez des sympathisants? Je sais que la question est un peu... J'en ai eu 2 tout à l'heure, mais c'était anciennement des juifs. Ils m'ont acheté des livres tout à l'heure, ce matin, là. Ils ne sont plus juifs. Bonsoir. Moi, je rejoins tout à fait Hervé Rissen sur le fait que j'ai l'impression que le mouvement des Gilets jaunes, sous sa forme actuelle, de descendre dans la rue, d'aller toujours aux Champs-Élysées, il est un petit peu en train de s'essouffler. Sur ça, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai quand même vraiment l'espoir de cette révolution qui est en marche, et même si ça peut prendre du temps, sur ça, je vous rejoins parfaitement. Et du coup, ma question, ce serait, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire à court et moyen terme concrètement pour porter ce mouvement des Gilets jaunes plus loin et pour faire en sorte que cette révolution aboutisse, quoi. Écoutez, effectivement, moi depuis, je me permets de répondre en mon nom simplement, malgré le fait que les effectifs des manifestants dans les rues la semaine dernière étaient les plus importants depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, je ne vous cache pas que cette semaine, j'étais un petit peu, pas dans le désarroi, mais je me posais des questions sur la pérennité de ce mouvement, puisque ce n'est pas qu'il est en train de s'essouffler, mais c'est qu'il y a une sorte de ronronnement qui fait qu'on ne voit pas très bien jusqu'où on peut continuer comme ça, sans que ça aboutisse à quelque chose de concret. C'est ce que j'ai pu dire tout à l'heure. J'espère que je n'ai pas eu de mots malheureux qui vont encore me placer devant les tribunaux. J'ai parlé de cocktail Molotov, c'était simplement une image pour dire que face à des policiers qui connaissent leur métier, qui ne font que ça, c'est leur métier de réprimer des manifestants. Si on reste en l'état, ça n'aboutira à rien. Et je vous le dis franchement, c'est ce que j'ai dit à 2-3 personnes ce matin, pendant notamment la manifestation du 8 décembre, j'étais content de voir ce que j'appelle, j'espère que je vais choquer personne, mais des racailles de banlieue venir tout casser dans les quartiers bourgeois, notamment c'était le 7e arrondissement. J'étais content parce qu'on a besoin de renforts, si je puis dire, et je suis aussi content de voir des black blocs, des gauchistes, dans ces manifestations, parce qu'il faut que c'est l'ensemble des gens qui ne veulent plus de ce système, qui doivent se retrouver dans la rue, sans qu'il y ait d'affrontement entre racailles, black blocs, fachos, ou tout ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire? C'est que je pense que quand on a un objectif, en l'occurrence celui de redevenir maître chez nous et d'envoyer bouler cette élite oligarchique, et bien qu'on a des gens comme eux en face de nous, tous les renforts sont bienvenus. Donc moi j'ai l'impression effectivement là que laisser aux seuls gilets jaunes authentiques, c'est-à-dire des gens de province essentiellement, des gens des campagnes, ça ne pourra pas aboutir à quoi que ce soit, parce que je les ai vus à l'œuvre il y a 15 jours notamment, on est à nouveau passé, mais cette fois-ci dans le 6e arrondissement, à côté de chez Bernard-Henri Lévy. J'ai vu des centaines de gilets jaunes passer dans des petites rues où il y a des galeries d'art moderne. Je peux vous affirmer que si ça avait été les black blocs ou les racailles de banlieue, il n'y aura plus eu une seule vitrine en état. Mais avec les gilets jaunes authentiques, il n'y a pas une seule vitrine qui est partie en éclat, il n'y a eu aucune déprédation, aucune dégradation, et je me suis dit, peut-être que laissés à eux-mêmes, les gilets jaunes authentiques, si je puis dire, ne parviendront pas à grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin, de têtes politiques, des gens comme nous, sans prétention, parce que Drouet, c'est probablement un très bon gars, moi je le trouve formidable, ce qu'il a pu dire sur le plateau, je faisais ça en boutade tout à l'heure pour répondre à la personne tout à l'heure qui me demandait ce que je ferais si j'allais en prison.
Drouet avait dit, une fois que vous serez donc à la question du journaliste, une fois à l'Élysée, qu'est-ce que vous faites? On rentre. Voilà, je sors. Mais j'ai l'impression que, effectivement, les Gilets jaunes ont besoin de têtes politiques. Il y a des gens à l'ultra-gauche, quand même, qui sont, notamment, je pense à ce François Boulot, je crois, de Rouen, qui est le porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, qui est un avocat, mais qui n'est pas de nos idées, qui est évidemment un gauche cosmopolite. Les Gilets jaunes livrés à eux-mêmes, c'est le petit peuple, ils ne peuvent rien faire. Il faut des têtes politiques et puis aussi peut-être un service d'ordre qui est en train de se constituer, d'après ce que j'ai pu comprendre, et puis aussi des éléments qui sont capables d'affronter. Alors là, je suis peut-être un petit peu en porte-à-faux avec ce que vient de dire Soral et Yvan tout à l'heure. Les flics, ils font leur boulot aujourd'hui, et même s'ils ont de la sympathie pour nous, je vois pas comment on peut se réjouir de recevoir un coup de matraque d'un mec qui est très sympathique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi je suis un petit peu en porte-à-faux, c'est peut-être mon passé anarchiste, mais je pense qu'on a les flics en face de nous, et le fait c'est que ça fait 4 ou 5 fois que Castaner nous le répète, 4 ou 5 samedis de suite, 80 000 policiers seront déployés ce samedi, dont 5 000 à Paris, et manifestement, c'est suffisant. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien des idées en tête, mais ce ne sont que des idées. Et puis je vais pas vous le dire ici, je ne vais pas les exprimer publiquement. Il ne faudrait peut-être pas négliger aussi la violence du système. C'est-à-dire que si le pouvoir lâchait du lest et répond aux revendications en rendant un peu l'argent, etc., ça pourrait étouffer le mouvement. Mais en fait, on voit bien qu'ils n'ont aucune intention de rien changer, à part cogner, ce qui veut dire que la souffrance du peuple va augmenter et sa colère va augmenter aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose de, je dirais, de mécanique et de physique dont il faut tenir compte. C'est qu'en fait, les conditions de crise vont s'aggraver, la colère va s'aggraver, la meilleure chance qu'on a de rentrer dans un processus révolutionnaire, c'est que le pouvoir, justement, ne lâche rien. Parce que si le pouvoir était intelligent et qu'il lâchait quelque chose, eh ben, justement, ça retomberait. Mais là, on a bien vu que c'est de l'enfumage total. En fait, Macron est en train de se servir du RIC pour démarrer sa campagne aux européennes. En fait, c'est les consultations des maires, etc. Et en fait, il a dit, on va peut-être discuter sur le fait de remettre des panneaux à 90 quelque part plutôt que 80. En fait, et puis avant, il avait dit, on va vous donner 40 € sur les 100 €, là, je sais pas quoi. En fait, la chance qu'on a d'une certaine manière, c'est que Macron n'a pas le pouvoir de répondre favorablement aux demandes, il n'a pas le pognon, le système est tenu par les intérêts de la dette et par le fait que les élus ne sont pas les élus du peuple de France, mais qui sont là pour faire juter la dette et continuer le calendrier jusqu'au bout. Et donc, quel que soit à court terme l'endormissement du mouvement, la lassitude, etc., je dirais les conditions objectives de colère et d'explosion, plus la crise financière qui va rebondir, là, on le dit en 2019, il y a l'histoire du dollar, l'histoire des bulles, etc. Normalement, c'est pas comme en mai 68 où il y a eu Grenelle. Il y a eu Grenelle après mai 68 parce qu'il y avait du pognon à distribuer. N'oubliez pas, aujourd'hui il n'y a pas de pognon à distribuer et personne n'a l'intention d'en donner. Donc ça ne peut que rebondir plus gravement bientôt, c'est ça que je crois. Bientôt, parce que ce qui se passe, et on n'a pas bien compris, c'est que le mouvement des Gilets jaunes est pris dans une pince. Un des crochets, c'est l'enfumage d'en haut avec ce grand débat, alors que ça continue. Hein. On a eu le traité de Marrakech, on va avoir le traité d'Aix-la-Chapelle, le mondialisme continue ses petites affaires. Mais il y a un enfumage qui est très bien fait en s'appuyant sur les maires qui avaient été très négligés par des maires complices. Hein. Négligé par Macron, et de l'autre, il y a une pince répressive terrible, parce que j'ai des infos qui remontent, entre autres du Sud, là où je suis quand même un peu mieux implanté, c'est-à-dire que les gars qui occupaient les ronds-points, les gars qui ont cassé les péages, qui ont pété les radars, et dans le Sud, le péage de Bandol a été entièrement détruit. Vous avez le péage à Montpellier qui a été entièrement détruit, incendié. Eh bien, ces mecs-là sont en prison aujourd'hui. Il y a une répression terrible. Il y a un militant national, un vieux militant national que beaucoup connaissent ici, dont le surnom est Sanglier, qui est en prison. Il a été remis au trou il y a 2 jours, simplement parce qu'il est suspecté d'un tag sur l'Arc de Triomphe. Alors que tous ceux qui ont cassé la boutique, qui ont été attrapés en sortant avec les poches pleines, sont dehors aujourd'hui. Je crois qu'il n'y en a qu'un sur les 12. Je parle de l'avocat de Sanglier là, de Sébastien.
Ils sont tous dehors, lui dedans pour une histoire de tag. Donc si vous voulez, il y a une répression sourde, terrible. Il y a celle qui est visible, oui, il ne faut pas la négliger. On était sur la manifestation samedi, les gens sont terrorisés par les lanceurs de balles de défense, les LBD 40. Les gens sont terrorisés par les LBD 40. Ça marche, la répression. Donc il y a cet effet en ce moment à la fois répressif et je t'en fume, qui fonctionne. Mais comme l'explique très bien Alain, ce n'est que temporaire, ça va rebondir parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. De toute façon, ils sont cadenassés c'est pas eux qui dirigent, par la politique mondialiste, et en plus financièrement ils n'ont plus les moyens. On va peut-être arrêter là les questions. On a fait un bon tour d'horizon. Vous pourrez continuer les discussions avec nos amis et même dédicacer les ouvrages. Ce que je leur demande. Je quitte dans une demi-heure. Voilà. Donc ce que je demanderai, c'est de conclure rapidement la journée en 5 minutes. En commençant, si tu veux bien commencer, la conclusion. Je vais faire très court, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour de la question. Ce qui est très rassurant, c'est vous, hein, c'est ce que vous représentez quand même la totalité de la France qui donne de l'espoir, et il y a des gens de toutes origines ici, visiblement, et même de toutes confessions. Personne n'a hurlé quand on a prononcé certains mots diabolisants, ce qui prouve que on a déjà gagné ça. Il y a 10 ans, quand je faisais des réunions publiques, il y avait toujours des intervenants qui s'énervaient. Bon, il y en a eu un tout à l'heure, je m'excuse de m'être énervé, c'était pas méchant, mais on a beaucoup progressé hein, quand même. Hein. Moi, je me tape des réunions avec des anciens d'extrême droite, d'extrême gauche et des quartiers depuis 2004-2005. Hein. J'allais au Val-Fouré, je me suis tapé des trucs comme ça, et je trouve que la conscience a énormément progressé. C'est masqué par l'enfumage médiatique, hein, mais en réalité, le peuple de France le peuple de France, son avant-garde là est quand même vraiment formé aujourd'hui et ne tombe plus dans les pièges. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en mai 68, on a pu répondre par Grenelle, c'est-à-dire qu'il y avait du pognon, c'était les 30 Glorieuses, et on a augmenté les salaires très sérieusement, etc., etc. Aujourd'hui, le pouvoir n'a rien à donner et n'a rien d'intention de donner. Donc il va cogner, il va mentir. Hein, cogner et mentir. Et donc la colère va s'aggraver, le ressentiment va s'aggraver, la conscience va continuer à monter. Et même si le gilet jaune est un peu étouffé, parce que les Européennes arrivent, parce que ceci, parce que cela, ça ne peut à mon avis que rebondir. Et n'oublions pas la situation internationale. Trump, c'est très important. Si Trump arrive à continuer à marquer des points sur sa ligne America's First, qui est une ligne anti-impériale aussi, anti-nouvel ordre mondial, tout ça sent bon. Hein, voilà. Donc il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas être dans le pathos révolutionnaire, qui est un truc typique de gauchiste, la révolution en 5 minutes sur une barricade. Mais en réalité, la crise est très importante, la prise de conscience est très forte. Il va y avoir aussi une fatigue des forces de l'ordre. Hein. Ça fait tous les samedis, ils sont obligés eux aussi en train de plein la gueule, il ne faut pas oublier. Hein. Et à un moment donné, moi je crois quand même qu'à un moment donné, ces forces de maintien de l'ordre peuvent basculer à un moment donné. Et si le pouvoir, c'est une toute petite minorité de gens très faibles et très lâches, qui appuient sur des boutons, si à un moment donné les forces de répression n'obéissent pas, et si l'OTAN, parce que Trump aura fait le boulot, ne donne pas d'ordre, et c'est pas Poutine qui en donnera, et ben à ce moment-là, on a peut-être un boulevard pour bouger. Hein. Alors c'est peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Moi je dis que c'est dans maximum dans 2 ans. Hein. Je ne vois pas ça dans 10 ans. Hein. Je pense qu'on le verra. Et moi pour l'instant, comme j'ai 60 ans, je continue à faire du sport pour être prêt et en forme le jour. Très heureux que cette réunion se soit très bien déroulée, il n'y a eu aucun problème, c'est ce que je disais lors de ma première intervention de cet après-midi. La victoire c'est déjà une victoire, il faut compter les points aussi. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? D'où vient ce mouvement des Gilets jaunes? De 2 choses, déjà le fruit de notre travail sur Internet. Beaucoup de gens ont pris conscience visiblement qu'on était dirigé par des gens qui étaient finalement une caste hors sol,
et que nous, les petits, les sans-grades, les gens qui viennent du terroir notamment, mais aussi toutes ces populations urbaines là, qui se sentent complètement déclassées, on était très très largement en dessous des gens qui nous dirigeaient et qu'on n'a même plus conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'essayer d'aller parler à notre député ou à notre représentant, parce qu'en plus on s'en fout complètement. Donc ces gilets jaunes, c'est le fruit d'un long travail, probablement sur Internet, d'un long travail d'information, mais qui est en train de porter ses fruits. J'avais taclé un petit peu aussi Marine Le Pen. Peut-être que la prestation de Marine Le Pen lors du débat contre Macron le 7 mai 2017, qui a été tellement catastrophique, a rempli les gens de désespoir. On s'est dit, pourquoi voter, puisque de toute manière, avec le Front National, on n'arrivera plus à rien. C'est aussi un élément, je pense, à prendre en compte. Hein. C'est le désespoir qui fait que les gens se sont retrouvés dans la rue. Et finalement, ça n'a pas été une mauvaise chose. On peut remercier Marine Le Pen sur ce point-là, puisque s'il doit y avoir une révolution, un changement de régime, des bouleversements, c'est sûr que ça ne sera pas devant son ordinateur. Hein. On est d'accord. En restant devant vos ordinateurs, vous ne parviendrez pas à grand-chose concrètement. Il faut être dans la rue, il faut systématiquement se retrouver dans la rue tous les samedis. Alors est-ce que ça se déroulera dans les 1 ou 2 années qui viennent? Évidemment, on l'espère. Peut-être que ça sera aussi un mouvement qui va perdurer sur le long terme. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais le principal, c'est d'y croire, c'est l'espérance qui importe. Hein. Si on fait de la politique, c'est parce qu'on croit en quelque chose, on croit que ça va aboutir à quelque chose. Moi, je pense que c'est pas mal parti du tout, on s'y attendait pas. Bon, ça c'est juste pour moi. En 2006, j'avais écrit publiquement, je crois que je ne sais pas si c'était sur Internet, mais j'avais écrit que les Français étonneront le monde. J'essayais de rassurer des camarades qui se disaient qu'ils étaient partis à l'étranger, vivre à l'étranger, et qui n'avaient plus foi en notre capacité de révolte. Je crois que c'est M. Soral qui parlait tout à l'heure de... Non, c'est toi, Yvan, qui parlait de la capacité de la France, de l'exemple le français, et de l'universalité que pourrait procurer l'exemple français. Moi, j'ai tendance à y croire. Effectivement, vu la situation, on peut aussi parfois un peu désespérer, mais c'est Maurras qui dit ça pour faire plaisir à notre ami. Le désespoir en politique est une sottise absolue. Donc, je vous invite à travailler. Bon, c'est ce que... Moi, j'aime bien cette valeur du travail. Si vous restez à ne rien faire, vous levez à 11h, petit déjeuner, vous allez en boîte ensuite la nuit. Bon, c'est très bien, chacun vit comme il veut, surtout quand on est jeune, c'est compréhensible. Mais moi, je vous invite à travailler. Ensuite, on peut prendre du plaisir. Mais vraiment, le travail me semble une valeur essentielle dans la vie, parce que... c'est ce que je pense. Travailler le plus possible, pour vous, c'est possible. Prenez l'exemple, pour le coup, sur nos adversaires. Il y a très peu de nos adversaires qui sont ouvriers en usine. Hein. Il y en a très peu qui travaillent dans l'agriculture. Il y en a très peu qui reçoivent des ordres d'un patron. Ils sont souvent indépendants, médecins, dentistes, avocats. Bon, bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et si vous pouvez être indépendant, écoutez, moi, les années les plus libres que j'ai vécues, je parle de moi, hein, je m'en excuse si ça dérange certains, mais mes années les plus libres que j'ai vécues, c'est depuis qu'en 2008, j'ai reçu un petit papier bleu dans ma boîte aux lettres pour me faire entendre que j'étais convoqué devant le tribunal. Et là, vraiment, j'ai senti ce que c'était que la liberté. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber toutes les valeurs matérielles. Vous connaissez tous le film Fight Club, mon canapé, Ikea, etc., mon petit poste, ma petite télévision, mon petit appartement. Moi, j'en ai plus rien à foutre de tout ça. Ça, c'est mon exemple personnel. Mais ce que je veux vous dire simplement, si on doit mourir demain, moi, j'ai très bien vécu jusque-là, et notamment depuis que j'ai des procès. Voilà. Donc, ne vous attachez pas trop aux valeurs matérielles. Je sais que c'est indispensable. Quand on a une famille, qu'on a des gens à nourrir, voilà, c'est évidemment, il faut le minimum. Mais il ne faut pas trop s'attacher à ça. Et si on veut faire une révolution, c'est aussi... et là, je rejoins tout à l'heure monsieur une des premières personnes que j'ai vues sur mon stand qui me demandait si j'étais anti-musulman, tout ça. Au moins, dans l'islam, il y a quand même une valeur qui est importante, c'est la croyance en une vie après la mort, et plus que ça, un paradis après la mort. Le principal, c'est de ne pas avoir peur de mourir. C'est ce qui donne la force aussi à certains musulmans. Je n'ai pas peur de mourir. S'il faut mourir, je meurs. Alors moi, je ne suis pas musulman, je me sens plus catholique, même si je n'ai pas l'esprit religieux. Mais c'est ça qui nous arrête, c'est la peur de l'inconnu. Les gilets jaunes, c'est vrai qu'on fonce un peu dans l'inconnu, on ne sait pas où on va, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Où est-ce qu'on va? En tout cas, on y va, c'est le principal, et c'est de faire en sorte que le mouvement aille encore plus loin, parce que peut-être que l'avenir nous réserve de très très bonnes surprises, et peut-être que finalement, nous qui croyons être nés à la mauvaise époque, au mauvais moment, au mauvais endroit, peut-être que ça va être formidable. Merci à vous.
d'être venus si nombreux avec tant d'enthousiasme. Parce que le nationalisme, c'est aussi une amitié, et l'amitié et l'amour sont le charme et la douceur de notre vie ici-bas. Parce que je dis parfois à ma femme, bon. D'autre part, ce que je voudrais dire fondamentalement, c'est que moi je souhaiterais un jour me réveiller dans un monde où un homme averti n'en vaut pas 2 et un homme circoncis n'en vaut pas 10. Je crois que tu aurais mérité aussi la une de Paris Match avec le choc Nemo. Simplement pour conclure, donc, je vous dirais qu'un spécialiste de la praxis révolutionnaire avait défini la révolution quand en bas on ne veut plus et quand en haut on ne peut plus. Nous y sommes. Ça ne veut pas dire qu'elle va se faire toute seule. Il faut insister sur cette vertu du travail, qui sont le propre d'ailleurs de tous les amis qui sont ici. Ce sont des très très gros travailleurs. On n'a rien sans rien. Vous savez, le combat politique, c'est comme la paysannerie. Avant de pouvoir récolter, il faut défricher, il faut labourer, il faut semer, il faut arroser, il faut tailler. Et si les éléments sont favorables, c'est-à-dire une période révolutionnaire, alors on peut récolter. C'est ce à quoi nous devons nous atteler tous ensemble, parce que nous sommes rentrés dans une époque, moi je pense, historique. On l'a assez répété, la France ne peut pas mourir. Elle est en train de nous montrer qu'elle vit encore. C'est notre devoir de nous engager. Alors, quel que soit votre signe de ralliement, que ce soit le bras d'honneur à ceux qui mènent une politique du déshonneur, que ce soit la quenelle qui rallie les dissidents contre tout ce monde hédoniste et bourgeois, ou que ce soit le salut européen de lumière, d'honneur et de fidélité, il nous faut la convergence des volontés, des énergies pour foutre à bas ce système. À bas, en avant la victoire.